Hey yo! Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et like frérot. Ça aide pour le référencement et que je puisse à l'avenir faire des pubs pour NordVPN ou Raid Shadow Legends. Bon, j'avoue, je n'ai pas regardé l'intégralité de la carte préliminaire de l'UFC Paris. Oui, nous sommes dans SAS Fight et nous allons parler de l'UFC Paris 2. J'ai pas regardé l'intégralité. Je suis parti chercher une pizza à la fin du premier round du combat de Taylor Lapillus, qui a d'ailleurs gagné son combat à la décision face à Goéland McGregor, hein. Un Irlandais, je sais pas. Il est venu à la pesée, il s'est fait huer, il a fait des doigts à tout le monde. Tu ne sais pas pourquoi, mais bon ça ne marche pas pour tout le monde. Tout le monde, non. Ça. Bref. Puis, je suis revenu pour le combat. Je suis arrivé dans le bon timing. Hein. La pizza était prête. Je suis arrivé chez moi. Et je suis revenu pour le combat de Morgan Charrière qui est rentré sur mauvais langue. Très bon choix stratégique. Je sentais qu'il était heureux d'être là. Il le mérite. Et surtout, il a parfaitement signé son entrée dans l'organisation en tout point. Son combat, finish premier round après avoir géré le début du round tel le Real en 2K22. Quoi. C'était le Real. Puis, celui qui se fait appeler The Last Pirate a envoyé accélération, kick au foie, penalty kick au foie, re-kick au foie, puis finito pour l'Italiano. Même son interview d'après-combat, je trouvais ça assez cool. C'était magique. Paris est magique. Bon. Paris est magique à part le Crary Saint-Germain, mais ça c'est dans SAS FC qu'on en parle. Par contre, vous pouvez streamer, aller sur sa stream, parce qu'actuellement il y a une playlist spéciale Paris. Les plus belles chansons sur le thème de la ville lumière. Parce que en fin de mois, il y a également le PFL Paris, avec Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que son interview d'après-combat, tu sens qu'il avait préparé, qu'il s'était préparé surtout à enflammer Bercy. Par contre, tu sens qu'entre l'adrénaline de la victoire et le contexte, l'anglais passe moins bien, quoi. Mais l'effort est là et est totalement louable. On lui souhaite le meilleur parce qu'il s'est construit, a parié sur lui de manière très intelligente et avec tout ce qu'il a entrepris, construit autour de lui. On espère que l'UFC lui déroulera peu à peu le tapis rouge, car il a dit qu'il voulait tout. Et d'ailleurs, en voulant tout, pour lui, avec ce qu'il a fait, Performance of the Night, bonus de performance pour Morgan Charrière, 50 G's baby. Passons maintenant au combat de William Gomis face à Yanis Ghemmouri. Bon, bien entendu, moi je regardais l'UFC Paris sur un lien illégal, hein. Ouais, je suis un pirate. Et du coup, moi je suis arrivé sur le lien où il y avait là les pubs et tout, etc. Je crois que c'était ESPN. Et donc, il n'y a pas eu l'entrée de Yanis Ghemmouri, mais seulement le moment où Gomis est au niveau de la cage et on lui met la vaseline sur le visage. Pas ailleurs, je te vois venir. Donc quand il est rentré, lui il est rentré sur mon pays, je me suis dit, ils vont tous rentrer sur du Booba ou qu'est-ce qui se passe? Et bref, moi ce combat j'ai apprécié parce que Gomis mettait low kick, chassé vicieux à la John Jones. C'est qu'à un moment poussé Ghemmouri à changer de garde. Ça l'a paralysé et l'a rendu de moins en moins mobile. D'ailleurs on le voit à la fin du round. Gomis prend largement l'ascendant parce que Ghemmouri est plus ou moins immobilisé grâce au low kick de Gomis, à cause des low kicks de Gomis.
Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un combat intéressant. Et bref, je sais plus ce qui se passe à un moment, mais Gemuri, il a chopé la jambe de Gomis. Et bon, après, ils sont restés contre la cage. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais Gomis s'est sorti de cette tentative de takedown. Et on a assisté un peu à du Gomis John Jones, du coup. Parce que ce qui s'est passé, c'était, ça ressemblait à la guillotine de John Jones face à Machida. Puis, à un moment, ils étaient dans la même position que Cyril Gane face à John Jones. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est une inspiration pour lui. En tout cas, au niveau des chassés, je pense que ça allait clairement parce que c'est l'un des premiers à avoir fait ça et on sait tous que ça fait très très mal. Et vraiment, c'est un combat intéressant parce que c'est pas une guerre de bouchers, etc., où ça va dans tous les sens. Techniquement parlant et stratégiquement parlant, c'est un véritable jeu d'échecs et tu sens que chaque combattant cherche à construire sa victoire. Par contre, la fin du combat, perso, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'est quoi? Il lui a mis un kick dans la coquille et l'arbitre a arrêté. Il lui a mis un kick dans le foie et l'arbitre a arrêté. Tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre. Et même l'ambiance, c'était vraiment... j'ai pas compris. Même son interview d'après-combat, bon, les circonstances font qu'il a dit ce qu'il a dit par rapport aux aléas familiaux d'une personne de son coin. Mais après, son interview, c'était très RN, tu vois, très Marine Le Pen. Ouais, j'aime taper sur les étrangers. Bon, lui, il est noir, il a le droit. Ça aurait été Jean-Charles. Jean-Charles, comment on va dire quoi? Jean-Charles Dupont. Ça serait très mal passé, tu vois. Non, ça aurait été un Éric Zemmour. Ça serait très mal passé. Quoique, ça serait passé en boucle sur iTélé. Donc ça, c'est une autre histoire. Bref, on va passer au combat suivant. Parce que j'ai pas regardé Volkan Ozdemir qui a gagné face au Kouza Ouzbek d'Anthony Smith. Et on va parler directement de Benoît Saint-Denis. Bon. Que dire? Benoît Saint-Denis, BSD, franchement, il régale. Parce qu'il a fait de Thiago Moïse son petit peu de A à Z, quoi. Un embryon, il a coupé le cordon, il lui a donné le sein, il a dorloté, il a bercé. Par contre, je dois avouer que Benoît, tu m'as fait peur, Benoît. Benoît, tu m'as fait peur. Oui, je l'appelle Benoît. Parce que sur plusieurs actions où il a failli prendre des soumissions, je me suis dit, non mais là, c'est chaud là. C'est chaud. En plus, au commentaire, ils expliquaient que le gars face à lui était ceinture noire de JJB. Du coup, j'étais assez dubitatif. Mais il s'en est sorti d'une manière, parfois tu te dis, mais ce gars, il est fait comment, quoi. Et du coup, il a magnifiquement dominé son combat, même si c'est un petit peu parti en guerre sur la fin du round 1. Et il y a un truc qui m'a beaucoup amusé pendant le round 2, c'est le public qui chambre à chaque coup de genou de BSD. Je trouve à chaque coup, c'était à les coups de genou, les coups de poing, c'était vraiment très drôle. C'était vraiment très drôle. Et bref, bon, du coup, sans véritable surprise, au vu de ce qu'il a montré durant le premier round et le deuxième round, enfin tout au long du combat, il termine son adversaire pendant le deuxième round. Et son interview post-combat, je crois qu'en fait, toutes les interviews post-combat, c'était des masterclass. C'était des masterclass. Il a clairement dit « Personne ne fait 5 rounds avec moi. Je vais tous les prendre un par un, prendre la ceinture BMF à Gaethje à qui que ce soit, celle des moins de 70 et je viendrai la défendre à Paris. » Franchement, je vais vous dire, moi je vais à la guerre avec ce type. Même si c'est pour une mauvaise raison, une mauvaise cause,
je vais à la guerre avec Benoît Saint-Denis. Passons maintenant à Manon The Beast Fiorot. Et vraiment pour moi, c'était le vrai main event de la soirée. C'était le vrai combat qui avait vraiment un enjeu. Je dis pas que celui de Cyril Gane, celui de Charrière, les autres n'avaient pas d'enjeu, mais celui-là, il y avait plus de tension que d'autres combats. C'était, comment dire, en fait, c'était une demi-finale pour le titre des flyweight, en gros. Celle qui gagne allait affronter la gagnante de Grasso contre Shevchenko. Et moi, j'en parlais à certains de mes potes. Je voyais Manon favorite à 5000%. Pour moi, Manon allait rouler sur Rose. Et ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Et oui, parce que dans le R1, où Manon a eu du mal à cadrer Rose, qui bougeait énormément, mais aussi je pense que c'était le round d'observation, mais Rose bouge énormément. C'est-à-dire que c'est dur en fait, c'est dur. Rose, je trouve que c'est dur de la voir si tu veux enchaîner les coups, si tu veux faire des combos. Parce qu'en fait, elle bouge tellement que t'es obligé de faire... Maintenant, elle est obligée de faire de l'escrime. Elle a fait de l'escrime, voilà. C'était Laura Flessel. Et donc, je disais que Rose bougeait énormément jusqu'à ce high kick de Manon Fiorot. Parce que j'ai trouvé que, enfin après, vous me dites peut-être que c'était l'observation qui faisait ça, mais dans la dernière minute du premier round, j'ai eu le sentiment que Manon s'est mise en marche dans ce round, et que avant ça, personnellement, je donnais légèrement le round à Rose. Je donnais un avantage à Rose Namajunas dans ce premier round. Mais Manon lui a fait mal en cette fin de round et elle est repartie sur les mêmes bases en début de second round. Et tu sens qu'elle frappe fort. Chaque coup qui touche, c'est un boulet de canon. Mais Thug Rose, c'est Thug Rose. Et Manon, tu m'as fait peur aussi. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Parce que il y a des moments où Rose a accéléré, mais moi, ce qui m'a fait peur, c'est lorsqu'elle s'est mise à saigner. Quand il y a eu ce coup de tête involontaire, elle s'est mise à saigner parce que dans ce type de situation, il faut finir vite le combat avant que le médecin intervienne afin de signaler une fin de combat sur blessure médicale. Parce que c'est ce qui aurait pu arriver. Et c'est par exemple, je crois que c'est ce qui est arrivé à Fedor à son prime, à son époque du Pride et à son prime, au prime de Fedor. Quand il était à son prime, il y a eu un de ces combats où il dominait son adversaire, il a pris une coupure et du coup il a perdu alors que ça faisait peut-être 10 ans qu'il était invaincu, quoi. Alors je crois qu'à cette période-là, il était à... Je sais pas, il y avait 30 combats, mais 0 défaite ou 1 ou 2 défaites, je sais plus, mais... Bref, je crois même que les gens disaient à ce moment-là, c'est comme pour John Jones, les gens disaient à ce moment-là que Fedor était invaincu parce que cette défaite-là ne comptait pas, quoi. Et bref, on passe au R3 au round 3, parce que il y a un truc qui me foudroie avec Manon Fiorot, c'est que c'est pas toujours très beau à voir, pas toujours très esthétique, un peu comme Thomas Müller, mais c'est tellement efficace. Les coups sont bien choisis et quand elle accélère, oh là 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 là. Et tu sens qu'il y a une réelle volonté de nuire à l'adversaire. Donc c'est logiquement qu'elle gagne le combat. Je pense que la marche suivante, c'est Valentina Shevchenko ou Alexa Grasso pour le titre des moins de 57 des flyweight. Et
on passe au combat, au main event de Cyril Gane. Bon gamin, bon gamin, bon gamin. Après sa défaite contre le GOAT, le bon gamin était de retour aux affaires face à Psy-Jacques, sous les yeux de Tom Aspinal. Perso, moi je connaissais pas son adversaire. Je connais pas. Mais quand Cyril Gane est rentré sur NSX de Gazo, là je savais que ça allait être prime Cyril. Parce que quand Cyril Gane rentre sur NSX, c'est 100% de victoire. Et tu sais que ça va être une masterclass. Voilà, c'était sûr. D'ailleurs, quand tu l'as vu quand il est rentré dans la cage, tu sens qu'il est waouh. Tu sens que le gars, il a poussé du poids. Ça a été très lourd. Parce que tu sens qu'il est galbé, il est affûté. Et je suis toujours aussi stupéfait de la manière dont il bouge. Encore plus là, parce que tu sens qu'il avait vraiment pris du gab. Et vraiment, le seul qui bouge comme lui dans cette KT, c'est Tom Aspinal. Les gars, c'est impressionnant. On s'en rend pas compte parce que nous, on les voit à la télé. Mais les gars font plus de 110 kilos et ils bougent comme des danseuses étoiles. C'est impressionnant. Et bon, ce que j'ai apprécié aussi, c'est il a défendu sur un takedown. Il a très bien défendu dessus, il a très bien maîtrisé son adversaire. Bon, après il a déroulé, il est reparti sur son travail, à savoir toucher sans se faire toucher. Le gars trop relou, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec le combat en lui-même, mais il y a un truc qui me fait rire à chaque fois, c'est même à l'Apex, c'est à chaque fois entendre Fernand Lopez, ça me régale. Moi, ça me régale. L'entendre, ça me régale. Le voir, ce gars-là, franchement, heureusement qu'il est là. Heureusement que Fernand Lopez est là. D'ailleurs, j'en profite, parce que j'ai fait un SAS News il y a quelque temps à propos de Fernand Lopez, où je disais quoi sur lui? La question c'était Lyon ou Yen. Bon, pourquoi Lyon? Parce qu'il est camerounais, donc c'est Lyon indomptable. Et pourquoi Yen? Parce que très souvent il est critiqué, il est vu comme quelqu'un de maléfique, genre ça serait le grand méchant du MMA, le gars qui bloque tout. Je veux bien, mais faut aussi voir que le gars fait beaucoup pour le sport. Il fait aussi beaucoup pour lui. Il a raison. Il faut qu'il mange. Il a des gens à nourrir. Il regarde son assiette. Il a raison. Bref. Passons au round 2 de ce combat. Et je sais pas si on se rend compte, mais mis à part John Jones et Francis Ngannou qui sont les deux seules défaites de Cyril Gane, les autres poids lourds paraissent tous nazes face à lui. Mais vraiment. C'est pour ça qu'on attend tous de le voir face à Tom Aspinal, mais ils paraissent tous nazes. Il a une capacité à nullifier ses adversaires, c'est effrayant. Et là, il a fini le combat au round 2 comme s'il coupait de la viande. Il coupait des sashimi à la fin. À la fin, j'aime bien voir ce coup-là qu'il a, parce qu'il avait fait le même aussi contre Tai Tuivasa, tu vois ça, où on dirait que le gars coupe des sashimi. J'aime bien. Et bref, moi le combat je l'ai vu comment, c'est vraiment un gars, enfin Cyril Gane, qui tournait autour d'un sac de frappe en mouvement, quoi. C'est tout ce que c'était. Il ne pouvait rien faire face à lui. Et sur ce finish vicieux et méchant, parce que maintenant c'est plus bon gamin,
C'est méchant gamin là. Ah non, non. Merci Cyril, merci. Maintenant c'est inévitable, je pense. Après John Jones et Stipe, le combat qui sera, je ne sais plus, je crois c'est UFC 294 ou 96. Pour moi, ça sera le gars, même si lui il a dit que il voulait aller voir de l'avant, je pense que l'UFC va quand même négocier un gain contre Asmida. Je reprends. Même si il a dit qu'il voulait aller voir de l'avant. Je pense que l'UFC va quand même pousser pour un gain face à Tom Aspinall. Pour le titre des poids lourds de l'UFC ou une demi-finale. Parce que je pense pas qu'il puisse y échapper. Ou soit ils vont faire un Cyril Gane 2 dans l'optique où où John Jones arrête, Stipe arrête, et le titre poids lourd, ça sera Cyril Gane contre Tom Aspinall. Mais dans tous les cas, je pense que les deux ne pourront pas s'éviter aussi longtemps. Sur ce, je vous dis merci. C'était SAS Fight. Je vous ai dit, abonne-toi. Enfin, je vous ai dit. Je peux vous voyez en même temps, vous tutoyer, oui, je peux le faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers.